présentée par votre animatrice, Madame Harouna. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Monsieur Hachim. Monsieur Hachim, bonjour. Enchanté, content d'être là. Comment vous allez? Facebook FM, vous faites un super boulot, donc je suis très content d'être là. Et ça va bien. Comment Quelqu'un qui connaissait pas bien, mais heureusement mon père m'a emmené des fois ici. Je me suis marié avec quelqu'un ici, donc sa famille, ça nous facilite beaucoup de choses. Et on a un peuple très accueillant, les gens nous aident pour tout, donc non, je suis très content d'être là. Êtes-vous bien intégré? Est-ce que tu vois des inconvénients? Le pays en elle-même, comment tu le vis? Le pays en lui-même, je vois pas beaucoup d'inconvénients. Au contraire, je vois des gens qui, quand on leur pose des questions, répondent aux vraies questions. Quand on demande à quelqu'un de faire des choses, il le fait à fond. Je vois beaucoup de passionnés, même dans des petits métiers. Et ça, c'est... En France, les gens sont très bloqués dans certains métiers qu'ils n'aiment pas faire. Ils sont très... Et là, je vois des gens, ils font pas les choses par hasard. Soit c'est un choix ou une obligation, mais on sent qu'ils aiment ce qu'ils font. Et ça, c'est assez spécial. Effectivement. Donc, monsieur, plein de questions pour vous. Ah, j'ai plein de réponses. Donc, pour première question, pour que ceux qui ne vous connaissent pas, qui n'ont malheureusement pas la chance de vous connaître, puissent vous connaître un peu plus. Paix à son âme, on l'appelait Baba Champigny, parce qu'il a aidé beaucoup de Comoriens à venir en France, à s'intégrer, à les aider un peu à déchiffrer comment le système français est. Et moi, j'ai grandi en rencontrant beaucoup de ces personnes-là. Avant, quand j'étais petit, j'étais très marrant, très... Donc souvent, quand les anciens venaient, j'aimais bien aller avec les plus grands, discuter, apprendre des choses. Et ceux qui voulaient bien avoir le temps, ben, ils m'ont appris beaucoup de choses. Donc Hachim, c'est ça au départ. C'est quelqu'un de curieux, de joyeux, et qui a grandi en France. Et voilà. En vous référant un peu à votre musique, monsieur Hachim, quelle musique vous faites exactement? Parce qu'il y en a certaines qui ne savent pas ce que vous faites. D'accord. Donc, quelle musique faites-vous? Moi, ce que je fais, c'est de la soul, du R&B, et je suis très imprégné par ce qu'on appelle le rap français, le hip-hop. Nous, avant, on disait pas rap, on disait hip-hop, et dans ce mouvement, il y avait des graffeurs, des danseurs, des graffitis. Et donc, on a grandi en étant polyvalent, en sachant faire toutes ces choses, et après, avoir une des activités qui soit la plus importante. Et moi, ma première activité, c'était d'être DJ. Mon rêve, c'était de travailler sur une radio quand j'étais tout petit, donc j'écoutais beaucoup de musique, j'apprenais, et finalement, ça fait devenir artiste, en fait. D'accord. L'R&B, Oui. faut donner. C'était pas facile. C'était un monde que moins de gens connaissaient. Pourquoi les R&B exactement? Moi, je dirais que c'est le monde du R&B. J'avais le choix, je dansais, j'étais DJ, j'étais avec mon grand frère qui était danseur, donc je rencontrais beaucoup de gens. Mais entendre ces chanteurs, soit africains, soit américains, sur des disques. Et je me demandais comment on fait pour être sur un disque. Et finalement, à force de travail, sans le chercher à l'aide, je me suis vite retrouvé à 19 ans, en 91, sur un disque, dans un label, à discuter avec une maison d'édition qui était BMG à l'époque, qui est un grand groupe, et Universal, qui est devenu Universal à l'époque, c'était Polygram. Et je me suis retrouvé à être sur des contrats. Et moi, j'étais le dernier venu dans le groupe, mais ma maturité faisait... les autres étaient matures au niveau de la musique, au niveau des connexions, mais une certaine maturité faisait que les maisons de disques avaient passé par moi. Et puis bon, ça m'a permis de jongler, de rencontrer du monde, et ensuite de devenir Hachim, puisque j'étais dans Dan Groove, et j'étais juste un membre du groupe. Et après, quand le groupe a chacun fait son chemin, ben, je me suis retrouvé sur un autre label qui s'appelait Sensitive. Et ce label-là était l'ancien Label Noir, qui est le premier label de rap en France. Il y avait Tonton David, Assassin, NTM, IAM. Tous ces gens-là sont passés par ce label-là. Et ils ont voulu refaire la même chose pour le R&B. Ça s'appelait Sensitive parce que c'était plus sensible.
On retrouve, comme l'un de mes derniers titres, Quand un homme pleure, on retrouve ce côté dur de la rue, mais avec un côté sensible. Et c'est ça que le R&B emmenait au hip-hop à l'époque. D'accord. J'aimerais savoir à quand avez-vous exactement euh, commencé la musique? Entre parenthèses, on sait que dans la communauté comorienne, c'est quelque chose de très difficile sur certaines familles. C'est très difficile pour eux d'accepter ce changement de culture. Oui. Comment l'avez-vous vécu, vous et votre famille? Faut savoir que mes parents, tout en étant très traditionnels, étaient très modernes. C'est-à-dire que mon père a acheté une chaîne hi-fi très tôt. Ma mère elle nous faisait chanter à la fois des chansons comoriennes, en même temps des chansons de variété française, en même temps. Et c'est comme ça qu'on a grandi. Moi, quand j'étais petit, ma mère, elle me chantait des cantines comoriennes et de la variété française et des chansons en arabe. On était au Koultoum, toutes ces choses-là. On était vraiment au carrefour de tout. Et moi, je me suis rendu compte que chez les Sénégalais, chez les Guadeloupéens, les Martiniquais, on avait tous le même problème. C'est-à-dire que certaines communautés avaient le gospel, sortaient des églises et n'avaient pas le droit de faire de la musique. Okay. Et nous, on avait le même problème avec la religion. Donc, on se retrouvait à être des jeunes qui avaient envie de s'exprimer. Et le seul moyen pour eux de s'exprimer, c'était ça. Il y en a qui sont passés par la danse. Et tout ça, ça a toujours été des gens qu'il fallait qu'ils à leurs parents que ça allait peut-être devenir un métier. On ne le savait pas à l'époque. Donc on le faisait plus par passion. À côté, on faisait toujours nos études, ou on avait un boulot à côté. C'est cette motivation et cette passion de faire comprendre que ce qu'on fait, c'est sérieux, que c'est pas facile, c'est pas donné à tout le monde. Et la seule façon pour nous d'être pris au sérieux, c'est de revenir avec des contrats, avec les entrées d'argent, de montrer que c'était aussi un métier, avec une certaine rigueur dans ce qu'on fait. Et c'est grâce à ça qu'on a pu débloquer des portes et avoir la confiance de nos parents à un certain moment. On va écouter un de vos tubes pour se référer exactement à qui on a affaire. On a écouté Quand un homme pleure. Est-ce que vous avez déjà pleuré? Est-ce que... Parce que c'est difficile et c'est rare de voir un homme pleurer. Est-ce que vous êtes déjà dit... Enfin, vous êtes déjà vidé, vous avez pleuré? Le souci avec l'éducation qu'on a, c'est que les garçons ne doivent pas pleurer. Donc, j'ai jamais pleuré en public. Mais quand j'ai enterré ma mère, mon père, on était comme dans une spirale. Donc, on avait des choses à faire. Donc, on n'a pas le temps de pleurer, en fait. On doit faire ça, on doit faire ci. Et c'est peut-être 5-6 ans après qu'on pleure, ou 7-8 ans après, parce qu'on se rend compte du manque. Mais quand on est dans l'enterrement, en plus, ce qui est bien aux Comores, je trouve, par rapport en France, où c'est très mystérieux, la mort, c'est caché, on fait vraiment le deuil. Et moi, le fait d'avoir fait vraiment le deuil, eh ben, ça m'a permis on sait que c'est un cheminement naturel, donc on ne pleure pas forcément. Moi, ce qui m'a fait plus pleurer, c'est quand je venais aux Comores, quand j'étais jeune, par exemple, quand j'allais à TJ, il y avait la mère d'un chanteur qui s'appelle Jatou, qui est aussi de la famille. Elle nous emmenait partout. Donc, sa mère, elle, quand je suis venu sur sa tombe il n'y a pas longtemps, j'ai pleuré parce que j'ai su que j'ai pas pu faire le deuil. J'étais bloqué en France, je n'ai pas pu venir faire tout ce qu'il faut pour me dire je fais le deuil. Donc, pour moi, j'ai pas pleuré pendant tout le temps où elle était morte. Son père aussi, paix à son âme, le père de Jatou est mort aussi. Et j'ai pas pu faire le deuil de ces gens-là, et je croyais que je l'avais fait. Donc pour moi, je n'avais pas senti que je devais pleurer. Par contre, quand je me suis recueilli sur leur tombe, j'ai senti que voilà, j'ai revu les images, la gaieté qui ramenait. Exactement. Et c'est pareil pour d'autres personnes. J'ai une cousine qui s'appelle Toalabia, j'ai Maramla, la mère de ma mère. Et ben, j'ai pu faire un peu le deuil parce qu'en France, comme elles étaient en France, j'ai pu venir faire les cérémonies mortuaires en France, même si j'ai pas vu les enterrements ici, c'était plus facile. Mais quand je suis venu ici, on se rend vraiment compte du vide des gens et c'est là qu'on se sensible plus qu'on croit en fait. D'accord. Donc, j'ai une question. Oui. Quelle est... Avec c'est ce qu'on fait nous qui s'appelle le R&B. Donc pour moi c'est une suite logique. Après ça a pris d'autres formes. Où il y avait des danseurs, des chorégraphes, il y avait des rappeurs et moi je faisais toutes les disciplines. Ça veut dire DJing par passion. Et j'avais un ami qui s'appelait Lin qui est devenu poète.
Et on faisait des espèces de combats en français de rimes. C'est-à-dire que toute la journée, on parlait en rime. Et j'avais jamais écrit de texte. Et le jour où j'ai signé avec N-Groove, on a signé sur ce qu'on appelle un yaourt à l'époque et qu'on appelle maintenant une top line. Et il y avait juste la première phrase. Et je me rappelle, je me suis enfermé dans le KGB de mon père et j'ai écrit ma première chanson qui s'appelait New Jack Swing, la suite de la chanson où il y avait la mélodie et tout. Et je me suis rendu compte que j'étais capable de le faire et que c'était mon parcours qui m'avait préparé à être là à ce moment-là. Donc après, on a signé les éditions, et ça m'a permis de savoir que je savais écrire, que je savais chanter. Et la première fois que j'ai vraiment chanté, c'était en studio pour enregistrer ce disque. Si j'avais pas réussi, bah, ils auraient pris quelqu'un d'autre. Donc c'est ça en fait. Alors, vous avez parlé de New Jack Swing. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Bah, New Jack Swing, c'est la suite de la soul du R&B. C'est un créateur qui s'appelle Teddy Riley qui mélange les sonorités du hip-hop et le chant gospel et la culture soul et la culture, ce qu'on appelait R&B pop à l'époque, de la Motown. Et moi, en tant que jeune, ça me parlait parce que j'étais très imprégné par le hip-hop, j'écoutais beaucoup de soul et je vois quelqu'un qui fait la musique que je rêvais de faire. Et moi, par hasard, je rencontre le premier groupe de New Jack Swing en France qui s'appelle N-Groove. Et en leur proposant un concert à Orléans, une ville en France, sur le chemin, moi j'avais un petit groupe qui s'appelait Cinétique avec un rappeur et un compositeur. Et on se rend compte qu'on chante les mêmes chansons. Et à la fin, pendant les 2-3 heures de voyage, quand on arrive sur scène, juste avant, il nous dit allez, monte avec nous et puis on va faire un chant gospel. Pas gospel, mais un chant a cappella, pardon, excusez-moi. Et c'est comme ça que j'ai intégré le groupe. À la fin, ils disent voilà, on est en signature, est-ce que ça t'intéresserait de rentrer dans le groupe? Et c'est comme ça que l'aventure pour moi. Et moi, quand je jouais dans mes soirées, parce qu'à partir de 16 ans, j'ai commencé à faire mes soirées, là je devais avoir 19-20 ans à l'époque d'un groupe, et ben je mettais beaucoup de New Jack Swing. Et on était à la fois hués par les gens qui venaient du zouk, on était hués par les gens qui écoutaient du disco, de la funk, en disant c'est quoi cette musique et tout ça. Donc j'ai toujours l'habitude de faire ce que j'aime et de défendre ce que j'aime et de faire en sorte que je sais que dans 2-3 ans, c'est toi qui vas rentrer dans ma musique. Et ce qui s'est passé, c'est que tous ces gens, bah, il y a le R&B zouk, le zouk R&B qui est venu, il y a tous les gens de la funk qui sont passés au hip-hop, au rap et au R&B. On savait juste qu'on était en avance. C'est pour ça que quand tu entends un Code on pleure, c'est toujours dans des sonorités qui vont vers l'avenir. Même si je suis un chanteur qui est là depuis 35 ans presque, ben je vais toujours écouter ce que font les jeunes. Et puis si un jeune me demande un coup de main, un truc, je serai toujours disponible en fait. D'accord. Étant un enfant des îles, est-ce que avez-vous, excusez-moi, des projets de venir instaurer cette musique-là dans les îles, en sachant que il n'y en a pas beaucoup qui le font. Donc, avez-vous des projets exactement? Ben, la première fois que je suis venu aux Comores, en 2001, je remercie Saïd Ali Sultan, qui a eu l'idée de créer un studio et de vouloir faire un stage pour tous les nouveaux chanteurs. Donc j'ai rencontré Toi Bran, j'ai rencontré plein de rappeuses ici et je les ai formées en quelque sorte, avec Cheikh MC qui était là aussi, avec Chablis, un DJ, j'espère que j'écorche pas son nom, un ingénieur du son. On a formé, moi je me rappelle la journée, j'allais à TJ avec mon père, on construisait la maison de TJ. On rentrait à Douarani le soir, on dormait et il y avait le chauffeur de Saïd Ali qui venait me chercher. Paf, je partais au studio le soir et là je donnais des cours d'écriture, de chant. Et grâce à ça, à la fin, ça a fini par un morceau. Je ne me rappelle plus du titre, qui a beaucoup développé la musique ici. Et après, Cheikh MC a pris le relais ici. Il a fait bouger les choses et aujourd'hui, je vois que toute cette culture qu'on a donnée, et ben, quand je vais en France maintenant, il y a beaucoup de nouveaux producteurs qui sont avec les plus gros artistes français. Et c'est grâce à cette émulation du départ. Tu vois. Donc, je ne dis pas que c'est moi qui ai au départ, parce qu'il y avait une envie. Et ces jeunes-là avaient envie de faire quelque chose. Nous, on a juste fait ce qu'on a pu. Surtout Saïd Ali, je le remercie. Aussi Doudou. Je vais écorcher son nom aussi. Mais ils ont fait en sorte que eux qui étaient un peu plus âgés puissent faire en sorte que les jeunes puissent faire la musique qu'ils ont envie de faire. Et maintenant, je vois que ça continue et que ça nous a même dépassé. Parce que la force de la musique comorienne, les gens ne se rendent pas compte de l'impact en France que la musique comorienne. Et moi, en plus, comme j'ai travaillé avec des gens comme Rof, Soprano, on a fait un morceau qui s'appelle La Force, qui était, moi je connaissais bien, j'étais sur le même label que Kerry James. Et quand Kerry James a eu besoin de renouveler, après IDHJ, de renouveler sa musique pour créer son album Si c'était à refaire, il m'a demandé à moi et ma sœur Zaria, parce qu'il était rentré dans la religion, lui qui était haïtien, et il voulait plus d'instruments à cordes. Donc c'était mes voix et celles de Zaria qui avons fait toute l'orchestration de ses premiers titres, qui lui ont permis de faire cet album Si c'était à refaire. Et après, il a demandé à d'autres chanteurs gospel, mais c'était vraiment un honneur d'être à la base
d'un nouveau courant, d'essayer des nouvelles choses. Et avec Kerry James, pendant 6-7 mois, on a pris le temps de trouver le système. Et ça a donné un morceau, si vous écoutez l'album de Kerry James, si c'était à refaire, bah, le refrain c'est Zaria, les voix derrière c'est moi. Et ça a permis à Kerry James de rebondir et de continuer sa carrière, et c'est une carrière extraordinaire. On entend beaucoup Zaria. Oui. Qui est Zaria? Zaria, c'est ma petite sœur. À l'époque, j'avais le choix. J'avais une petite sœur qui s'appelait Zaliata aussi, et j'avais besoin d'une voix féminine. Et j'avais fait un casting extérieur, et puis il y a Zaliata qui dit « Ah, moi je chante un peu, elle chante, mais elle prend pas, elle, c'est pas son truc. » Et Zaria, un peu timide, elle me dit « Ah, peut-être je peux essayer. » Quand elle essaye, ça marche, ça fonctionne. Elle a une voix extraordinaire, et même beaucoup de chanteuses en France étaient un peu subjuguées par ses talents techniques. Donc grâce à elle, avec son écriture, cette autre façon de voir, ça m'a appris beaucoup de choses aussi. Cette sensibilité, cette ouverture. Moi j'étais très R&B, elle est ouverte sur ce qu'elle appelle maintenant, elle fait de la soul alternative. Donc ça a permis d'agrandir un peu. Moi j'écoute beaucoup d'autres musiques, mais de faire ce genre de musique c'est autre chose. Et elle le faisait naturellement. Et comme elle était plus jeune, elle était même à la pointe de ce qui se faisait. Et quand j'ai fait mon album Il a fallu, je me suis beaucoup reposé sur elle. Un des morceaux phares que j'ai fait qui s'appelle Sans repère, qui était sur une compilation de Cut Killer, c'est elle qui a fait les refrains. J'avais demandé à d'autres personnes de les refaire et ils n'arrivaient pas à faire ce qu'elle faisait parce qu'elle a un espèce de souffle dans la voix qui est assez spécial. Et voilà, donc Zaria, c'est ça. D'accord, donc on va écouter un de vos sons. D'accord. Tu veux me tenter, je pense. Effectivement. Je triche un peu. Ah non. J'ai un peu imposé les morceaux, mais ouais. Car nous sommes largués sans repère. Nous sommes largués sans repère. Largués sans repère. Pour Facebook, Radio, Agim. Merci. Voilà. Donc, vous nous avez chanté cette chanson. Pouvez-vous nous parler plus de cette chanson? En fait, c'est 96. On est en Suède avec... c'est mon frère Fax qui nous dit qu'il faut aller en Suède. On fait une tournée en Norvège. Et on reste en Suède et on est signé par un label suédois. Donc on reste 1 an et demi, 2 ans en Suède, en train d'essayer de développer. Un des chanteurs qui s'appelle Joss, qui faisait partie du groupe Groove et qui m'a suivi, lui reste en Suède. Mais nous, on hésite entre la France et la Suède. Est-ce qu'on va faire des choses en France? Et on fait venir un grand DJ qui s'appelle Cut Killer dans une boîte de nuit qui s'appelait Nefertiti, qui est en Suède, pour une soirée spéciale French. Et là, on met un morceau qui s'appelle Rest Slow. Et Cut Killer, il apprécie ce morceau et il le met sur une compilation qui s'appelle Hip Hop Soul. Il avait fait le volume 1 où il y avait beaucoup d'Américains et il voulait mettre des groupes français. Donc il a fait un morceau rap avec Bustaflex et Shan Khan et un morceau R&B avec Hashim, Rest Slow. Et ce morceau Rest Slow est spécial parce que dessus il y a un rappeur qui s'appelle Sulibi avec qui on a travaillé. Donc on crée ce morceau qui est le remix d'un autre morceau qui s'appelle H-Groove qui faisait partie de la compilation Sensitive pour ceux qui veulent aller diguer un peu, c'est-à-dire rechercher sur Facebook. Et en plus, ce qui est marrant pour l'anecdote, c'est que quand on fait le morceau Reste Slow avec Sulibi, il a un coup d'appel de NTM qui disent « Ouais, on a besoin de morceaux ». Et moi et Sulibi, on part chez Polygram et on fait écouter le morceau, on fait écouter plusieurs sons NTM. Et plus tard, je m'aperçois que les morceaux qu'on a fait écouter, dedans, il y avait Laisse pas traîner ton fils d'NTM. Donc tu vois, on était vraiment avec des gens qui ont beaucoup œuvré. Donc Sulibi, c'était les Little MC, c'était plein de choses. Et c'est d'ailleurs le DJ de ce groupe qui s'appelait Little MC, qui est la personne avec qui je travaille maintenant, qui s'appelle DJ Sec, qui a créé un label qui s'appelle Time Bomb. Et dans Time Bomb, ça a fait découvrir le Booba, Lunatic, X-Men, tous ces gens-là. C'est DJ Sec, avec qui je travaille maintenant, qui a fait découvrir ces gens-là. Et moi, en 98, j'ai signé sur un label qui s'appelait Arsenal, qui est le label de La Clica, de Roca, La Clica, qui était la nouvelle école. Il faut savoir qu'en 95, la nouvelle école, c'était Ideal J, La Clica, Booba, Lunatic, c'est-à-dire Time Bomb, Arsenal, et que le premier album d'Ideal J, elle était signée sur le même label que moi. Voilà pour l'histoire. J'ai pu entendre que vous avez participé, travaillé avec des artistes comoriens. Oui. Peux-tu nous en dire plus? Nous, la personne qu'on a vu grandir et qu'on a vu se développer, sans qu'on ait eu besoin de faire grand-chose, c'est Rof. On a beaucoup travaillé avec Rof. Il y a l'album de Rof, La fierté de nos frères, où j'ai fait 2 refrains dessus, 2 morceaux.
Donc ça a été un honneur. C'est quelqu'un de la famille qui m'a dit Rof, il te cherche. C'était en 2001, 2002, je crois. Et entre-temps, on avait repris sur l'album des Zaria des samples auxquels on a dû demander à DJ Mehdi, et qui est un morceau de Rof qu'on peut retrouver, pour ceux qui connaissent, Appelle-moi Rof. Zaria a refait sa version qui s'appelle... en fait, le morceau de Zaria parle de la violence faite sur les femmes déjà à l'époque. Et donc c'était un peu cette connivence qu'on avait, et Kerry James connaissait bien Soprano. Et donc grâce à ça, j'ai pu faire un morceau dessus où moi je fais le refrain qui s'appelle La Force, où il y a Rof, Soprano et Kerry James. Et moi, donc ça fait 3 Comoriens et un Haïtien converti à l'islam. Donc voilà, donc ça a été vraiment une force. Et justement dans ce morceau, on retrouve un peu le thème de Quand un homme pleure, puisque la force, c'est qu'un homme puisse reconnaître ses fautes. Parce que souvent l'homme est trop fier, et c'est ça le thème. Et Soprano développe sur ça, Rof développe sur ça. Et moi, sur le refrain, j'explique que la force d'un homme, c'est de savoir faire des erreurs, reconnaître, quelque part, de ne pas être trop fier, quoi. Quel est quel est le featuring exactement que tu t'y es mis, qui t'a plu, aujourd'hui, si on te demande de le refaire, tu allais le refaire Moi, ça serait un featuring sur mon morceau Sans repère. Il y a un rappeur qui s'appelle Fab, qui est aussi rentré dans la religion, bizarrement, et qui a arrêté le rap, parce que quand le rap commençait à partir dans des thèmes un peu plus russes, c'est-à-dire le vendre de la drogue, tout ça, il a tout de suite dit attention, là, on va mal éduquer nos jeunes. Donc moi, j'arrête. Et en plus, lui, il s'est retrouvé sur des émissions de télé où les gens prenaient le rap comme si c'était quelque chose de ridicule, et lui, il a essayé de le défendre, et ça a joué contre lui, parce que tout un système s'est mis contre lui pour l'empêcher d'éduquer les gens, de leur expliquer. Et donc, moi, ma fierté, c'est d'avoir fait un morceau avec Fab et Coma sur mon album, et puis d'avoir aussi fait un morceau avec Karine, un morceau R&B où il y a Zaria, Karine et un chanteur qui s'appelle 15. Et voilà, donc c'est tous ces featuring-là dont je suis assez fier. On va encore écouter un de vos fabuleuses musiques. Là, je commence à m'y faire déjà. D'accord. Donc voilà, un grand et immense plaisir de vous avoir accueilli dans les plateaux de Facebook FM aujourd'hui. Je vais vous laisser quelques mots de remerciement pour remercier au public de Facebook FM qui vont vous regarder aujourd'hui. Bah, je remercie vraiment ce pays déjà de m'accueillir comme un enfant du pays. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, parce que pendant plus de 30 ans, moi j'ai mis mon pied la première fois ici, je devais avoir 24, 25 ans. Donc je suis vraiment content, et puis je vois que les gens se rappellent de nous, même si on fait partie d'une diaspora et que parfois on croit qu'on est oublié. J'aimerais dire aux gens de la diaspora qu'ils ne sont pas oubliés, mais que c'est aussi à eux de faire le mouvement de revenir vers ici et d'apprendre à connaître le pays, sans le juger, avec ses qualités, ses défauts, et puis aussi, nous aussi, on a nos qualités et nos défauts, et que aussi de l'autre côté, on ne se juge pas, et qu'au contraire, on essaye d'avoir tout ce qui nous rassemble, comme moi. Problème avec la religion dans le gospel, les musulmans, les maghrébins, tous ces gens, on leur disait dans le respect et dans la connaissance de ce qu'on a le droit de faire, de ce qui est licite et illicite, mais au-delà de ça, sa place, comme le média Facebook Radio trouve sa place et son écho. Chers auditeurs et auditrices, chers membres de Facebook FM, les abonnés de Facebook FM, l'émission va prendre fin maintenant, et passez une agréable journée et ciao. Merci. Mais es-tu prête à renoncer à mon nom?